Bonjour à tous, merci d'être là. Je suis Eugénie Ordonneau, le webmaster de Officeni. Et aujourd'hui, nous allons écouter Caroline. Donc, merci d'être là, Bonjour, Caroline. bonjour Eugénie, bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Et bah, Caroline, si tu es prête à partir, on y va. Super. Déjà, bienvenue bienvenue à vous toutes et tous dans cet atelier conférence que j'ai intitulé Retrouver du sens et de l'apaisement grâce aux quatre sagesses indiennes. Alors, pour me présenter un petit peu, donc, je m'appelle Caroline Frizou, je suis journaliste, coach à la fois pour les particuliers et les entrepreneurs. Et j'ai écrit deux ouvrages, dont Les quatre sagesses indiennes, qui est paru aux éditions Lumière. Alors aujourd'hui, en fait, dans le cadre de cet atelier, je vous propose déjà, pour votre confort personnel, éventuellement de pouvoir prévoir un verre d'eau pour pouvoir boire, parce que je sais que normalement, les énergies circulent beaucoup et qu'on peut avoir aussi envie à un moment donné de boire pendant que je parle. La deuxième chose, ça va être de prévoir quelque chose, peut-être un petit carnet ou une petite feuille en fait que vous avez sur votre écran afin de pouvoir éventuellement faire les exercices ou prendre des notes, ce qui va vous permettre aussi de pouvoir travailler également par vous-même après cet atelier conférence pour optimiser aussi ce que je vais pouvoir vous dire. Voilà. Donc, par rapport à ce que j'ai envie en fait de partager avec vous, c'est vraiment l'essence finalement de ces perles de sagesse universelle et de comment, de manière très concrète, grâce à elle, on peut retrouver du sens et de l'apaisement dans nos vies, que ce soit par rapport à des événements que l'on va traverser personnellement, ou que ce soit par rapport à des événements également que l'on traverse collectivement, comme c'est le cas actuellement, notamment par rapport à cette pandémie. Donc, ce que j'ai vraiment choisi d'aborder au cours de cette conférence, ce sont à la fois le message qu'elle délivre et puis les clés pratico-pratiques que vous pourrez également appliquer à votre vie de tous les jours. Alors, si vous avez des questions, ce qui peut également arriver, donc notamment, je peux parfois, euh, j'ai essayé de le faire le plus simplement possible et de ne pas utiliser de termes un petit peu trop savants ou quoi que ce soit, mais si jamais il y a besoin, n'hésitez surtout pas à poser des questions et je prendrai en fait les questions au fur et à mesure finalement de chaque sagesse. Comme ça va me permettre de vous livrer la sagesse en elle-même, les clés pratiques, de répondre à vos questions et puis ensuite de passer, si tout est OK pour vous, à la seconde, puis à la troisième, puis à la quatrième. Avant de rentrer pleinement dans le vif du sujet et vous dire aussi finalement le pourquoi, j'ai choisi d'écrire aussi sur ces quatre sagesses indiennes et le message bien sûr qu'elles délivrent. Il faut que je rembobine un petit peu le film. Et il faut que je puisse aussi vous expliquer brièvement, bien évidemment, le contexte dans lequel j'ai pu écrire cet ouvrage. Et pour cela, afin de réaliser cette conférence, j'ai dû vraiment aller regarder dans le rétroviseur. Et c'est important de vous dire aussi d'où je viens et qui je suis. Alors, moi, à la base, j'ai un parcours très classique. Voilà, le côté un petit peu sans embûche. Je suis née dans les années 1980. J'ai été élevée à l'école, ce que j'appelle de la méritocratie et du passe ton bac d'abord. D'accord. Donc, je pense que peut-être ça peut parler à plusieurs personnes. Et enfin, je me souviens que je me posais beaucoup de questions sur la vie. Alors, mes parents étaient ravis, vous pouvez bien entendu vous imaginer, avec le pourquoi maman, pourquoi papa, est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'il y a, etc. Qu'est-ce que c'est que cette vie, pourquoi je suis venue ici sur Terre, etc. Donc voilà, c'était très drôle. Et j'avais aussi beaucoup de rêves. Donc, j'étais vraiment une enfant un petit peu de la lune. Et ce dont je me souviens, c'était que je voulais très jeune devenir voyageuse professionnelle et en même temps écrire des histoires parce que c'était vraiment très sympa.
Et puis, vous savez ce que c'est. On finit par rentrer parfois aussi dans un moule petit à petit, en fait, parce que voilà, c'est bien beau quand on est enfant de rêver, et d'ailleurs, on nous invite à rêver. Mais quand on est ensuite adulte, ou en tous les cas, quand on devient un enfant de plus en plus à travers une entrée dans une école, une scolarité, voilà un petit peu le moule classique, on nous dit très parfois explicitement ou implicitement, ils sont bien sympas tes rêves, mais il faut garder les pieds sur terre. Okay, donc, je n'ai pas fait exception à la règle et j'ai commencé en fait à esquisser les contours d'une vie qui était socialement acceptable, socialement valorisante, etc. Et puis, hormis un passage où j'ai eu un harcèlement scolaire en lycée, j'ai vraiment eu, j'ai vraiment eu cette chance d'avoir une scolarité sans embûche, mais par contre, j'ai été fourrée tous les 4 matins au CIO parce que je ne savais absolument pas quoi faire de ma vie, parce qu'il y avait trop de choses en fait, et que c'était pas juste de devoir choisir une seule voie, c'était pas possible pour moi. Et donc, je me suis demandé très longtemps ce que je voulais faire et appartenant quand même à une lignée de fonctionnaires sur 3 générations, j'ai choisi finalement de perpétuer la tradition et je me suis inscrite en fac de droit et d'AES. Donc vraiment, voilà, quelque chose de très classique somme toute. Jusqu'à l'âge de 19 ans. Et à 19 ans, ma vie a basculé, voilà, comme ça, du jour au lendemain. On m'a diagnostiqué une maladie auto-immune incurable. On m'a dit qu'il fallait que j'apprenne à vivre avec et que les traitements n'existaient pas. Et à partir de là, ma vie s'est vraiment articulée entre la maison, la faculté, l'hôpital. Voilà, c'était vraiment mon trio. Et j'ai commencé à connaître ce qu'on appelle une escalade médicamenteuse. Parce qu'on ne savait pas guérir, on ne sait toujours pas guérir cette maladie. Et que, j'ai été un petit peu le cobaye donc, pendant un temps, même toujours, mais maintenant je reprends peu à peu ma liberté aussi par rapport à ceci. Et ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, 2 ans après, mes jambes, d'un coup, se sont totalement figées. Je ne pouvais plus marcher. C'était plus possible. Mes jambes ne répondaient plus. Mon centre de gravité, il n'était plus là. Et à 20 ans, avec beaucoup de rêves que j'avais, etc., j'ai vraiment eu en fait un moment où sur mon étiquette, sur ma tête, entre guillemets, j'avais la sensation d'avoir une inscription marquée dessus qui disait nos futurs. Et à l'âge de 21 ans, un petit peu avant mes 21 ans, j'ai été hospitalisée à 300 km de chez moi avec des médecins hyper bien intentionnés et très, très, très calés dans leur domaine, puisque chez moi, dans ma ville où j'habitais, j'étais un cas, je ne pouvais pas, les médecins ne savaient pas, ils étaient dépassés. Et je me souviens avoir fait l'objet d'un mémoire, en tous les cas, ce que j'ai eu au niveau de mes jambes, etc. Et malgré ça, comme j'ai été très bien entourée, j'ai réussi à achever ma licence. Je suis sortie majeure de promotion et puis j'ai décidé de travailler. Voilà. Mais je voulais absolument, participer en fait à la vie parce que j'étais pleine de vie à l'intérieur, même si de l'extérieur, c'était très compliqué pour moi. Et j'ai intégré la fonction publique entre 2004 et 2013 et j'ai vraiment poursuivi un parcours qui me nourrissait, qui était hyper intéressant. Et puis, en 2013, j'ai pris un nouveau tournant à 31 ans. Je suis un petit peu sortie de ce cocon-là. J'ai déménagé sur Montpellier, qui était la ville de mes rêves. Et puis, j'ai réussi un examen hyper sélectif, très challenging. Je me suis retrouvée propulsée dans un haut poste. Et puis, je me suis donnée sans compter. Et là, au fil des années, deuxième blessure, après la maladie, on m'a demandé, d'en donner plus, toujours plus, encore et encore, de diriger non pas 2 services, mais un. Et moi qui venais de créer en parallèle mon auto-entreprise, la pression, elle était exponentielle en fait. Et en 2018, forcément, ce qui devait arriver arriva. Mon corps a complètement explosé.
Ma maladie s'est réactivée et c'est toujours quelque chose de grave quand ça se réactive, c'est-à-dire que les issues peuvent être vraiment graves. Et en parallèle, j'ai eu plusieurs deuils simultanés, très subitement. Et donc, j'ai fait un burn-out. Et alors, sur le coup, c'était très difficile. Heureusement que j'avais l'homme de ma vie à mes côtés, vraiment. Mais aujourd'hui, après 2 ans de recul, je me rends compte de la force finalement que cette épreuve a pu me donner. Et de combien elle a radicalement changé ma perception des choses, ma perception de la vie, des événements, ma perception de comment finalement, peu importe ce que l'on va vivre dans notre vie, on pourra toujours y trouver un sens et un apaisement. Et ce qui m'a aidé véritablement à sortir de ce cap, ça a été ces 4 sagesses indiennes. Ces 4 sagesses indiennes qui m'ont fait reconstituer aussi les pièces de puzzle de mon âme pour avoir un véritable tableau. Et ça m'a été donné effectivement grâce à un marque-page que j'ai trouvé, qu'on m'a donné, grâce en fait à un contrôleur qui était en train de contrôler les billets. Et comme je lisais un livre, il pensait que c'était à moi, ça n'était pas à moi, mais je l'ai pris. Et ce jour-là, je ne suis pas allée au travail. Une fois que je l'ai vu, je suis repartie dans l'autre sens. J'ai bouclé ma valise, j'ai pas réfléchi et je suis rentrée chez mes parents où j'avais un cercle amical très prononcé et où il y avait des personnes justement qui étaient de cette origine-là, indienne et sri-lankaise. Et c'est ainsi que petit à petit, en découvrant les principes ancestraux que je vais pouvoir vous exposer et qui sont accessibles à tous, laïques, j'ai changé de vie. Aujourd'hui, je ne suis plus dans la fonction publique, je suis voyageuse professionnelle, je suis écrivain, je suis journaliste et j'accompagne les personnes, justement, les particuliers et les entrepreneurs. Alors plongeons justement dans ce qui m'a permis de retrouver du sens et de l'apaisement aux événements. Il y a une première chose, le premier principe nous dit que chaque personne est la bonne personne. Alors ça ne signifie pas que toutes les personnes que nous allons rencontrer, croiser dans notre vie, sont de bonnes personnes dans le sens moral du terme. Bien entendu que non. Chaque personne, de toute façon, est constituée d'ombre et de lumière. C'est logique. Par contre, ce que veut dire cette sagesse-là, c'est que chaque croisement que nous allons avoir a une signification. Alors, je vous vois venir. Vous allez me dire, oui, Caroline, mais en même temps, il y a des personnes, très sincèrement, je m'en serais bien passée. Oui. C'est vrai qu'il y a des personnes très agréables que vous allez rencontrer, des personnes avec qui vous allez nouer des liens, des personnes avec qui vous avez la sensation que vous vous connaissez depuis vraiment, mais toujours. Et puis d'autres, c'est semblable à des uppercuts. Ça va vous mettre KO et vous allez vous dire, franchement, si je l'avais su, j'aurais préféré ne jamais le ou la rencontrer. Peut-être que ça fait écho à certaines personnes que vous avez rencontrées et je vous comprends. Et puis, il y a aussi des personnes, des relations qui sont des croisements, mais juste des croisements très brefs qui durent l'espace de quelques secondes, le temps d'un simple coup de main sorti de nulle part. On ne sait pas comment, pourquoi, mais elles sont là. Alors, peu importe, j'ai envie de dire, la durée, la nature ou l'intensité. La sagesse indienne nous invite en réalité à considérer que chaque personne que nous croisons sur notre route est un cadeau, dans le sens qu'elle nous amène une fenêtre sur le monde, vers l'extérieur, mais aussi une fenêtre sur nous-mêmes. Dans la mesure où nous allons apprendre aussi quelque chose grâce, entre guillemets, à l'autre. Parce que, eh bien, par exemple, une personne peut nous avoir, par exemple, je pense à un oncle qui a pu nous apprendre, par exemple, la conduite. Voilà, nous a appris à conduire, très bien. Une autre personne qui a pu peut-être révéler un point très important pour nous, même si la relation est extrêmement compliquée et que l'on négligeait peut-être auparavant. Alors, je vais vous prendre des exemples pour illustrer ceci.
Par exemple, aujourd'hui, il y a des infirmiers, des médecins qui sont en train de sauver des vies. Il y a des personnes qui travaillent dans l'ombre, qui font tout pour que notre vie soit la plus optimale possible à cet instant, alors qu'on est en train de traverser l'une des plus graves crises sanitaires mondiales. Ces personnes-là, on ne les connaît pas et pourtant, chaque personne qui va être sur notre route et qui va nous accompagner l'espace d'un temps va nous apporter quelque chose de profond, va nous apporter une aide, une respiration par rapport à ces moments-là. Ça peut être l'infirmière que nous ne connaissons pas qui va sauver la vie de quelqu'un que nous aimons. Ça peut être une relation comme un amoureux qui peut nous faire finalement fonder la famille que nous avions toujours rêvé d'avoir. Et puis c'est aussi le cas peut-être d'une blessure amicale, d'une rencontre moins agréable où on a été trahi, mais avec le recul, nous fait prendre conscience de la nécessité à nous affirmer et à cesser de vouloir peut-être trop donner à l'autre et de davantage nous respecter. Alors, c'est vrai que lorsqu'on croise une personne qui nous a fait mal sur notre route, il est tout à fait naturel que ça puisse mettre du temps avant de pouvoir retrouver le sens, de pouvoir comprendre l'élément positif que nous a apporté cette rencontre, parce que on est finalement dans notre aspect le plus humain qui soit, c'est-à-dire notre ego, ce qu'on va percevoir avec notre mental, ce qu'on va ressentir avec nos émotions, nos tripes. Mais le sens caché, il est ailleurs. Il est dans un plan plus subtil, mais que les faits peuvent nous rappeler. C'est-à-dire, avant cette personne, voilà comment je réagissais. Après cette personne, finalement, voilà comment j'ai agi. Donc, peut-être que cette personne m'a permis de voir ceci ou cela. Peut-être que cette personne m'a fait m'engager, peut-être, par rapport à quelque chose. Peut-être qu'elle a révélé, peut-être qu'elle m'a piqué à un endroit et que maintenant, ça me permet de me libérer sur quelque chose. Alors, c'est vrai qu'avant de percevoir ceci, il y a quelque chose qui est au préalable important, ça va être de pouvoir réussir à pardonner. Je pèse mes mots. Le pardon, ce n'est pas dédouaner une personne quelle qu'elle soit par rapport finalement à ce qu'elle a fait et en lui disant finalement tu n'as rien fait et je t'en veux pas. Non. C'est la possibilité que nous nous offrons à nous de nous libérer de son emprise et de la peine qu'elle a infligée, qu'elle nous a infligée pour guérir. Pour moi, c'est ça le pardon. Donc, dans mon livre, notamment dans les 4 sagesses indiennes, je propose aux personnes qui en ressentent le besoin de réaliser un rituel de détachement. Alors, pour vous expliquer un petit peu quelque chose de très concret, pratico-pratique, un rituel ici ne fait en aucun cas référence à de la magie, à quelque chose de complètement perché ou quoi que ce soit. Un rituel, c'est vraiment finalement centré sur l'intention que nous pouvons avoir, d'accord ? Donc, le cas présent, ça pourrait par exemple être un acte symbolique que nous accomplirions pour pouvoir nous détacher de liens peut-être toxiques qui nous unissaient à une personne et donc de reprendre et de restaurer notre pleine indépendance émotionnelle. Alors, comment ça marche ? Vous allez voir de tout et n'importe quoi par rapport aux sagesses indiennes et par rapport au rituel. Moi, ce que je vous encourage vraiment à considérer, c'est que l'intention que vous allez porter par rapport justement à se détacher d'une personne et de la relation en elle-même va être vraiment l'élément fondateur et l'élément principal. Bien sûr, il y a peut-être des process que vous allez trouver dans certains livres. Moi, j'ai l'habitude de donner beaucoup de liberté à la personne et de faire confiance à l'instinct et à la guidance de chacun, parce qu'on sait instinctivement ce qui est bien pour nous. Et ce que je vous invite peut-être à faire, c'est éventuellement, pour ceux qui n'ont aucune idée de ce que c'est,
de pouvoir d'abord vous recentrer en pleine conscience sur l'acte en lui-même que vous avez envie d'accomplir. L'acte en lui-même, ça va être de vous reconnecter à vous, de vous rappeler l'intention de ce que vous allez faire dans votre geste. Donc là, au niveau du rituel de détachement. Et puis de faire un acte symbolique. Je vais vous en donner quelques-uns en suivant. Et enfin de clôturer cet instant en mettant fin comme une conclusion. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire comme acte symbolique? Comme acte symbolique, vous pourrez, par exemple, écrire une lettre pour vous détacher d'une personne. Ça peut marcher aussi dans le cadre d'un événement. Tous les rituels, en fait, que je propose sont en réalité modulables et peuvent être transposés d'un besoin vers un autre. Vous pouvez, par exemple, écrire une lettre. Ça, c'est quelque chose où vous pourrez dire totalement en liberté que vous vous détachez émotionnellement de cette personne, vous la remerciez par rapport à ce qu'elle vous a apporté, même si c'était quelque chose de compliqué à percevoir, et vous affirmez votre intention justement de restaurer votre pleine liberté. Vous pouvez aussi vous séparer des faits personnels. Il y a des effets personnels que vous avez depuis longtemps chez vous et qu'en fait, ça vient peser finalement dans votre énergie. Vous pouvez vous en séparer. Vous pouvez aussi, j'ai donné un troisième exemple, lâcher un ballon. C'est-à-dire un ballon comme les enfants, vous savez, vous achetez un petit ballon au parc, voilà, c'est exactement ça, un ballon de baudruche. Vous allez finalement écrire le prénom de la personne et où en pleine conscience, lorsque vous le lâcherez, eh bien, vous allez tout simplement marquer et ancrer le fait que cela vous détachera de l'autre et des émotions, et que vous revenez finalement à votre pleine individualité sans être chargé de cette énergie du lien. Alors, vous pouvez retrouver de manière détaillée, bien sûr, tout ce que je vous dis dans le livre, d'accord ? Mais d'ores et déjà, j'ai envie aussi de vous poser en fait quelques petites questions que vous pouvez prendre en note. Alors, il y aura des questions, mais avant, il y aura effectivement, je vais vous récapituler un petit peu comment finalement on pourra retrouver de la paix dans nos relations grâce à cette sagesse-là. Alors, le petit mémo est les suivants. Finalement, ce que je vous invite et ce que cette sagesse invite à faire, c'est que dans nos relations, nous puissions considérer que chaque personne que nous croisons sur notre route tient un rôle dans notre existence. La deuxième chose, c'est que nous pourrions peut-être choisir de préférer la co-création, la coopération au profit de la compétition à tout prix, de l'ego mal placé ou de l'individualisme forcené. La troisième chose, c'est que nous pourrions considérer dans notre rapport aux autres que chaque personne a finalement quelque chose à nous apprendre et cesser de nous placer en dessous ou au-dessus de l'autre, puisque finalement, nous aussi, nous allons pouvoir apprendre quelque chose à autrui quand nous allons traverser son chemin, sa route. Nous pourrions aussi décider en conscience de pardonner, d'opérer un processus de pardon envers chaque personne qui a pu marquer notre route en nous ayant peut-être infligé une peine, quelle qu'elle soit. Et donc de travailler sur ce processus de détachement. Pour appliquer cette première sagesse et peut-être pacifier vos relations, je vous invite à prendre le temps, finalement, de la revisiter plus en profondeur après cet atelier. Et donc, voilà les questions que je me suis notées pour vous. Quelles sont les plus belles relations que vous avez connues dans votre vie ? Comment est-ce que vous pourriez les remercier, leur témoigner de votre gratitude ? Quelles sont les relations qui vous ont blessé, qui mériteraient d'être libérées par un processus de détachement ? Et puis, de reprendre chaque relation difficile de votre vie
ou qui vous a apporté de la peine, et en regardant dans le rétroviseur, de vous demander qu'est-ce qu'elle m'a appris, qu'est-ce qu'elle m'a révélé, qu'est-ce qu'elle m'a poussé à faire, qu'est-ce qu'elle m'a permis. Est-ce qu'elle m'a permis, par exemple, de prendre un nouveau tournant dans ma vie? Au niveau de quoi? Donc, ceci, eh bien, c'est pour la première sagesse. Alors, je vais juste aller voir le chat, puisque je n'y suis pas allée. Alors, est-ce que vous pouvez répéter la phrase sur le pardon? Je l'ai entendue sans la retenir. Ok, je vais regarder ça. Nul ne sait, oui, nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Tout à fait, Stéphane, exactement, c'est vrai. C'est vrai parce que ça vient réveiller en fait beaucoup de choses en nous et ça vient nous permettre aussi d'aller explorer tout ce qu'on a à l'intérieur en réalité et d'aller revisiter d'une toute autre manière notre histoire. Donc, je suis tout à fait d'accord. Alors, la phrase sur le pardon. La phrase sur le pardon, c'est vrai que parfois je suis en freestyle, donc je suis désolée. Par rapport avec le pardon, ce que je disais, c'est que on ne dédouane pas, pardon, l'autre de ce qu'il a fait. Nous allons nous accorder en réalité la possibilité de nous libérer de son emprise ainsi que de la peine infligée pour tendre vers une guérison réelle. Voilà, donc ça c'était la première sagesse. La première sagesse que j'aime beaucoup. La deuxième sagesse, alors là, elle va résonner en plein par rapport à ce que nous vivons. Elle était très intéressante. La deuxième sagesse dit « ce qui arrive est l'unique chose qui pouvait arriver ». Pour moi, elle est profondément forte parce qu'elle ne laisse généralement personne indifférent. Dès lors que je suis en conférence, ça vient piquer, quoi. Hein. C'est quelque chose qui vient piquer parce que ça vient convoquer certaines blessures de vie, ça vient convoquer peut-être des accidents, ça vient peut-être convoquer des échecs. Et ça la remet, ça réactive en fait à notre esprit tout ce qu'on a pu traverser. Et de manière très légitime, très naturelle, un peu agacée, on peut aussi vouloir se protéger en se disant « non, j'aurais pu vivre les choses autrement ». Non, c'était pas juste, etc., etc., etc. Sauf que, premièrement, au niveau de la justice qui soit, c'était pas juste effectivement dans notre condition d'humain. Moi, quand je parle d'une justesse et d'une justice par rapport à ce que nous vivons, ce n'est pas juste au sens, je vais dire, humain du terme, dans la mesure où c'est très compliqué d'avoir des émotions pacifiées quand on a quelque chose qui vient nous frapper de plein fouet. Et ça, c'est totalement logique. En revanche, ce que ça veut dire, c'est que ça a sa juste place sur notre chemin. C'est ça, quand je parle de la justice, entre guillemets, d'accord? Le fait que ce soit juste. C'est que ça a sa place par rapport à notre chemin de vie. Donc, ce qu'on a dans cette sagesse indienne, c'est vraiment en fait que finalement, là où nous nous trouvons sur notre chemin de vie, c'est vraiment la conséquence de tous les choix, de toutes les actions que nous avons précédemment réalisées, d'accord, en partie. C'est-à-dire que nous sommes vraiment au lieu exact où eh bien, nous devons nous trouver sur notre chemin. Alors, on pourrait croire, quand je le dis comme ça, que c'est extrêmement fataliste comme sagesse, mais ce n'est pas le cas du tout. Moi, vous savez, je ne suis pas dans le tout égo, c'est-à-dire je suis maître à bord et seul maître à bord, etc. Et en même temps, je ne suis pas du tout dans l'optique qu'on est des pantins du destin. Voilà. Moi, je crois encore à la coopération et je crois encore à la co-création entre nous et l'univers, nous et la vie. On peut l'appeler n'importe comment. C'est-à-dire qu'il y a des événements qui échappent complètement à notre contrôle. Aujourd'hui, la pandémie, à la base, c'est quelque chose que personne, entre guillemets,
n'avait prévu peut-être à une telle intensité et que ça allait nous tomber sur le coin de la tête à ce point-là. D'accord? Mais par contre, en revanche, cette sagesse-là indienne nous rappelle que finalement, même dans les moments douloureux, même dans les moments difficiles, nous avons toujours le choix de la réponse que nous allons donner dans la matière. Je m'explique. Lorsqu'un malheur, à titre individuel ou collectif, va nous frapper, il va y avoir encore des choix qui vont être à opérer. C'est-à-dire la manière dont nous allons à terme le percevoir. Pas dans l'instant où on est frappé et mis à terre, bien évidemment, mais à terme, c'est-à-dire après que l'émotion elle ait été vraiment vécue. Ça va, on a également le choix du sens que nous allons mettre derrière aussi par rapport à ces épreuves-là. Et puis, nous avons également encore le choix du mouvement que nous allons enclencher par la suite. Qu'est-ce que nous allons faire de cette épreuve? Qu'est-ce que nous allons faire de cet échec? Qu'est-ce qu'on va construire par-dessus? Est-ce qu'on va considérer que c'est quelque chose de complètement moche et le mettre de côté? Ou est-ce qu'on va se dire, c'est cassé, c'est brisé, mais finalement, avec une belle peinture en or, je peux en faire un sacré bel objet. Je fais référence au kintsugi. Pour ceux qui ne connaissent pas cet art japonais qui est magnifique et qui nous rappelle que nos failles peuvent être aussi nos plus belles, en réalité, forces dans la vie. Donc, voilà, ce que nous rappelle cette seconde sagesse, c'est que vraiment, même dans les moments les plus douloureux, les plus difficiles, nous aurons le choix d'une certaine réponse par rapport à ce que la vie nous donne. Et en fonction, bien sûr, de la douleur, en fonction de la sensibilité, en fonction de notre histoire, le processus de résilience, il est plus ou moins long. Les émotions qui nous traversent, c'est ce que je disais à une participante, à Mouna, les émotions qui nous traversent, il ne faut pas croire que, par exemple, dans ce que nous sommes en train de vivre, il y a le premier cercle avec la peur, le deuxième cercle avec la tristesse, le troisième avec la joie et l'acceptation et l'apprentissage, et qu'ils sont perméables. Mais bien sûr que non. On est en train d'être dans une valse perpétuelle parce qu'on est humain, en fait, et que c'est tout à fait logique. Donc, ce processus de résilience, il peut être plus ou moins long, d'accord? Et il est très délicat d'en faire abstraction lorsque le coup vient de nous être porté. Et je dirais même qu'il est malsain d'en faire abstraction au niveau des émotions. Les émotions, elles sont là pour être vécues, elles sont là pour être entendues, parce qu'elles ont un message systématique à nous faire passer. Donc, il est vraiment essentiel de prendre le temps d'accueillir les émotions, les vivre, faire preuve de bienveillance et de douceur envers nous-mêmes, au lieu de nous comparer aux autres, au lieu de brûler les étapes, au lieu de tout ça. D'accord? Et donc de vraiment s'apporter de l'amour en premier lieu par rapport aux épreuves qu'on est en train de vivre. Et puis ensuite, petit à petit, une fois qu'on a fait ce travail d'amour envers nous-mêmes, on va pouvoir, pas à pas, réussir aussi eh bien, à se dire, voilà, là, attention, ça m'a appris ça. Là, je vois un enseignement par rapport à telle ou telle chose. Alors, nous avons été nombreux à être frappés aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, par le Covid. Il y a certaines personnes qui ont été malades, il y a des personnes qui ont perdu des proches. Vraiment, si c'est votre cas, je pense à vous. Heureusement, cela n'a pas été mon cas. J'ai perdu une personne, mais qui, pas en tous les cas dans cette période, mais pas de cette maladie-là. Par contre, plusieurs proches ont été malades, alors que je suis à des milliers de kilomètres et que forcément, j'y pense beaucoup. Et donc, je connais bien, par contre, la maladie au sens large, je l'ai expérimentée. Et j'ai pas en tous les cas cherché à aller enterrer ma douleur tout de suite, parce qu'au contraire, j'ai voulu dans ces moments-là pleinement la reconnaître, l'accueillir, la laisser vivre sa vie, parce qu'elle est juste. Et puis pas à pas, quand la douleur a été moins vive,
et qu'une fois, vous savez, qu'on s'est cogné quelque part, eh bien, le bleu devient de plus en plus estompé. Eh bien, je me suis retournée, j'ai regardé les choix que j'avais opérés. Et à partir de là, ce que ça m'avait permis d'expérimenter. Et c'est vraiment ce que cette sagesse nous dit, vraiment. Et cette sagesse, bien sûr, ne s'adresse pas qu'aux événements négatifs, elle s'adresse aussi aux événements positifs de notre vie. C'est-à-dire que tous les événements heureux qui surviennent quand on triomphe, quand on réussit quelque chose, quand on a un succès, quand on a l'abondance, quand on a l'amour, tout ça, eh bien, c'est que tout est juste aussi parce que eh bien, nous sommes allés vraiment, nous sommes allés au juste moment, nous avons dansé avec la vie et nous avons peut-être perçu aussi des signes, cette petite voix intérieure, cette intuition aussi que nous pouvons avoir à certains moments, ces synchronicités qui sont là et qui nous indiquent qu'on est sur le bon chemin de vie. Tout ça, ça existe. Et vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. Mon préfacier pour ce livre est Patrick Poivre d'Arvor. Je ne viens pas du tout d'une famille aisée. Je ne viens pas d'une famille, d'un milieu médiatique, pas du tout. Hein. Moi, je viens d'une lignée de fonctionnaires sans aucune connexion avec ces milieux-là. Et ma grand-mère m'avait dit un jour, tu vas écrire un livre et tu seras préfacé par PPDA, parce qu'elle m'avait offert à 19 ans ses ouvrages sur sa fille Solène, Lettre à l'absente et Elle n'était pas d'ici, qui avait été magnifique. Et ça m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée. Et elle m'avait dit, mais toi, un jour, tu vas écrire un livre et tu seras préfacé par lui. Alors moi, j'avais 19 ans et je me disais, elle est adorable, mamie, elle voit que j'écris bien, etc. Mais bon, de là à être écrivain, pourquoi moi? Et cette histoire m'est vraiment toujours restée. Et quand mon éditrice m'a dit, Caroline, est-ce que tu aimerais une préface parce que ton texte, il est vraiment beau et je pense que ça pourrait être top et tout. Je dis oui. Mais vous savez, dans les milieux, il y a des codes. Donc, en développement personnel, etc., il y a des codes. Moi, j'ai jamais été trop code parce que, à force de rentrer dans les mots, on termine par ressembler à une tarte, je trouve. Donc, du coup, j'avais pas trop envie, en fait, d'avoir ça. Et puis, je lui ai dit, écoute, très sincèrement, moi, il y a quelqu'un qui me touche particulièrement, c'est cette personne-là. Mais c'est chaud. Et elle m'a dit, eh bien, écoute, on va le faire. Tu vas écrire une lettre, on va tenter, et puis tu vas faire ce qui est juste pour toi. J'ai pris ma plus belle plume, j'ai mis mon cœur à plat, j'ai mis mon cœur sur une lettre et compagnie, j'y suis allée à fond. Et entre le moment où j'ai envoyé cette lettre et le moment où j'ai eu la réponse positive, mon compagnon a monté une bibliothèque chez nous, une bibliothèque vide parce que il fallait ranger des centaines de livres que je reçois en étant journaliste. Et quand il l'a fait, il m'a dit, bon, par contre, je pense que peut-être des maris et femmes se reconnaîtront, là, je te l'ai monté, la bibliothèque, mais par contre, tu vas maintenant ranger tes livres. Oui, 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 oui. Bon, et je prends le premier carton. Et qu'est-ce que je vois sur ce premier carton? Je prends vraiment au hasard, hein. Je ne savais pas ce que c'était. Je commence, je prends. Et là, je vois Patrick Poivre d'Arvor, Lettre à l'absente. Je prends un deuxième livre. Elle n'était pas d'ici, Patrick Poivre d'Arvor. Je commence à feuilleter. Et là, je tombe sur une photo. Croyez-moi bien le choc. Une photo de ma grand-mère et moi en train de boire une coupe de champagne le jour de mon anniversaire, de mes 18 ans. Ma grand-mère est décédée à mes 29 ans. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est complètement dingue. C'est complètement fou parce que je n'ai aucune autre photo. Je n'ai pas de photos chez moi, je n'ai pas d'album, tout est numérisé. Les photos, je les ai chez mes parents. Et mon mari m'a dit, mais tu as ta réponse. La réponse, elle est là, par des signes. Et effectivement, 2 semaines après, PPDA a donné l'accord à mes maisons d'édition en disant qu'il ferait la préface. Et chose très drôle, ma maison d'édition avait été rachetée entre-temps par Albin Michel. Ça me disait quelque chose, bien sûr, je connais la marque, mais autrement. Et je suis partie, je suis allée voir les éditions
où il avait sorti ses livres. Ah bah, c'était Albert Michel. Donc, vous voyez tous ces signes qui arrivent comme ça dans la matière, etc., qui vous indiquent que vous êtes sur le bon chemin de vie. Et tout ça, ça en fait partie, et c'est parce que ce qui arrive est l'unique chose qui pouvait arriver. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait retenir de cette seconde sagesse pour justement retrouver du sens vis-à-vis des événements personnels et collectifs de notre vie? Alors, je vous ai fait un petit mémo et peut-être que ça va vous permettre justement d'aller explorer en fait ces phrases-là. On pourrait peut-être considérer que que chaque chose est juste et que chaque événement finalement, que chaque événement aura son sens qui nous sera révélé, soit maintenant, soit après avoir passé le cap de la douleur. Nous pourrions aussi positiver l'échec en considérant que celui-ci ne nous définit pas et nous permet de réajuster notre chemin. Nous pourrions considérer que pour comprendre ce que nous vivons, il est important de sortir du mental pour aller sonder notre intériorité, nos ressentis, notre petite voix intérieure. Nous pourrions accepter nos plus grandes blessures et les parer d'or en faisant le choix de l'amour inconditionnel. Alors pour appliquer maintenant cette seconde sagesse et retrouver le sens, voici les petites questions par lesquelles vous pourriez aller en profondeur en vous. Quelles sont les épreuves les plus difficiles que j'ai eu à vivre? Comment est-ce que je les ai gérées sur le coup? Quel sens est-ce que je leur donne aujourd'hui? Quelles sont maintenant mes difficultés présentes? Et quelles réponses puis-je leur apporter? Peut-être que vous aurez plusieurs réponses. Et bien à partir de là, vers laquelle ai-je réellement envie de tendre? Et comment y parvenir? Quelles sont les étapes peut-être à franchir? Et puis vous pourriez aussi vous poser une dernière question qui est: quels sont les plus beaux moments de ma vie? Comment sont-ils arrivés? Et qu'est-ce que je pourrais modéliser pour mon futur? Alors, c'est reposant de vous écouter. Merci beaucoup. C'est gentil. Le même sentiment que vous, l'art de la résilience, tellement important en ce moment. Oui, Nathalie, c'est vraiment très, très, très important. Et le fait d'avoir la méthode du Kintsugi, qui est une amie, une personne qui a écrit ce livre, est vraiment quelque chose de très pratique parce qu'on mêle à la fois finalement le geste et l'intention. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est profondément, c'est très très fort en fait de mêler une intention à un acte. Ça libère quelque chose en nous. Depuis le cancer, je suis pleinement devenue moi. La résilience avec le temps. Oui, tout à fait. Exactement, Mona. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que chaque chose en son temps et on ne peut pas, et c'est tout à fait logique, brûler les étapes. C'est vraiment en fait propre à chacun de pouvoir ensuite petit à petit aller voir ce que ça nous a apporté. Alors j'ai choisi un extrait, un petit extrait, un témoignage en fait d'une personne, mais je ne suis pas capable de la lire parce que je sais que je vais pleurer. Donc je le ferai à la fin parce qu'au moins si je pleure, c'est pas grave, j'aurai pas foiré tout le reste de l'atelier. Donc je le lirai à la fin, mais c'est une histoire de résilience vraiment magnifique et une personne que je connais, c'est pour ça que c'est très émouvant pour moi. La troisième sagesse. Alors la troisième sagesse dit que chaque moment est le bon moment. Alors cette troisième sagesse, c'est vrai que ça signifie finalement que tout intervient dans notre vie à l'instant exact où il le doit, en cohérence avec finalement le chemin de vie que nous avons.
Alors, ça veut dire que, in fine, peu importe notre envie de tout maîtriser, d'être seul dans notre destin, la réalité, c'est qu'en fait, il n'y a pas de retard, il n'y a pas d'avance dans ce que nous vivons et que tout est juste en réalité au moment où nous le vivons. Et je peux vous dire que moi-même, c'est compliqué des fois, hein, mais que je reviens toujours à cette sagesse. C'est pour ça qu'elle est très importante. Parce que je vous aurais dit il y a encore un mois, non, mais moi, j'étais censée en 2020 lever le pied, j'étais censée faire mon voyage avec mon mari après 10 ans de labeur absolument voilà, intense et j'aurais été censée voyager toute l'année. Eh ben non. Voilà, chaque moment est le bon moment. Et en fait, on a beau avoir parfois des désirs profonds qui sont là, eh bien, en haut, la vie nous signifie que dommage, c'est pas maintenant, mais c'est juste en fait, parce que tout est juste et il y a des cadeaux derrière. Moi, ça, j'y crois vraiment profondément. Alors, c'est vrai que cette sagesse-là, temporelle, vraiment, elle est en parfait écho avec l'actualité, puisqu'on est vraiment toutes et tous, je crois quand même, désireux de savoir quand est-ce que notre pleine liberté de mouvement nous sera rendue. Voilà. Et que beaucoup, moi la première, hein, parfois, eh bien, on aimerait bien avancer les aiguilles du temps pour justement retrouver petit à petit en fait des choses qui vont nous permettre d'avancer et de pouvoir eh bien, faire les choses à notre façon. Eh bien, c'est vrai que là, dans ce qu'on est en train de vivre, ce qui est très intéressant, c'est que ce process et cette habitude parfois de vouloir accélérer les aiguilles du temps, parfois de vouloir en fait voilà, contrôler les choses par rapport à cette temporalité et de se dire mon Dieu, mais quand est-ce que ça va venir? Et c'est vrai pour ce qu'on est en train de vivre à l'échelle collective, mais d'autres choses. Ça peut être à quand la retraite, parce que j'en ai ras-le-bol. Non, mais c'est vrai, j'en ai ras-le-bol de bosser, etc. Ça fait X années que je suis là-dedans. Ça peut être, bon, mais quand est-ce que ça va être, je ne sais pas, d'avoir la maison de mes rêves, etc. Quand est-ce que ça va être le moment où je vais enfin être épanouie dans une relation, etc., etc. On a toujours en fait ce côté où on a envie de se projeter dans un espèce de futur un petit peu idéal. Et ce que ça cache en réalité, c'est qu'en réalité, dès le plus jeune âge, on a eu l'habitude d'être toujours projeté dans le futur, toujours projeté dans des schémas idéaux à adopter en fonction du milieu dont nous étions issus. En gros, c'était un petit peu tel âge égale telle situation. Moi, je me rappelle de mon papa qui me disait, à ton âge, j'avais 3 enfants et je faisais telle et telle chose. Waouh. Et ça me restait en fait. C'était des petites choses comme ça, des petits mots, mais c'est pas méchant, il n'y a pas une intention mauvaise. Mais c'est vrai que ça nous projette en fait voilà, des images, des conceptions de vie, des résultats à atteindre coûte que coûte, etc. Et puis, vous doublez ça dans l'enfance et l'adolescence avec des professeurs qui n'arrêtent pas de vous dire bah, tu feras quoi quand tu seras grand. Et bah, le fait est que, en tant qu'humain, qu'individu, on va du coup penser beaucoup plus à l'après, à la prochaine étape, plutôt que sur le moment présent. Et c'est justement ce que cette troisième sagesse indienne nous invite à faire, c'est-à-dire d'aller vraiment nous focaliser au niveau de notre présent, nous recentrer pour apprécier petit à petit en fait ici et maintenant ce que nous avons. Alors je sais, actuellement nous sommes vraiment dans une situation complexe, avec aussi des vécus très différents en fonction du lieu où nous vivons. On peut être coupé de la nature et c'est très difficile. On peut vivre dans un tout petit appartement et se sentir à l'étroit, claustrophobe. On peut, à des moments, au contraire, voilà, se sentir privilégié par rapport au fait d'avoir tout ce que, voilà, peut-être un jardin, peut-être quelque chose justement de, voilà, pour pouvoir souffler. Bref, ça dépend vraiment en fait finalement de comment vous vivez aussi voilà, la chose par rapport à notre niveau de vie. Mais dans cette troisième sagesse indienne, ce qui peut être vraiment intéressant, ça va être de nous dire, voilà, comment est-ce que je peux optimiser ceci? Comment est-ce que dans le présent,
je peux m'accorder un petit plaisir? Est-ce que ça va être peut-être un moment avec des enfants? Est-ce que ça va être un moment en terrasse, au niveau peut-être du balcon? Est-ce que ça va être peut-être de sentir à la fenêtre le soleil qui vient caresser ma peau? Peu importe en fait. En réalité, le présent peut nous permettre d'apprécier et d'expérimenter la plénitude du moment présent au lieu justement de se projeter constamment sur un futur totalement incertain. Et le fait d'entrer finalement dans le positif de l'instant, ça va nous permettre, contribuer à faire baisser cette anxiété, à faire baisser ce niveau d'anxiété. Et de pouvoir me dire, aujourd'hui, je vais m'accorder de la douceur. Aujourd'hui, je vais m'accorder du positif. Aujourd'hui, je vais aller vraiment faire quelque chose pour moi dans l'instant. Et pour les personnes qui gambergent beaucoup et qui ont du mal à s'ancrer peut-être, je propose justement des clés de reconnexion à l'instant présent dans mon livre, donc que je vais vous partager. Ça va être notamment se déconnecter un petit peu du virtuel. Alors là, c'est un petit peu difficile actuellement, mais par contre, de consommer en conscience du virtuel. Voilà, je préfère dire ça. C'est-à-dire de choisir ce dont vous allez vous nourrir. Ça peut être aussi de faire une seule chose à la fois. Ça aussi, ça reconnecte bien à l'instant présent. Ça peut être à des moments dans votre journée, peut-être de télétravail, de respirer, de prendre du temps simplement en solo et de pouvoir, je respire. Et ça fait du bien tout de suite quand on pratique quand on pratique justement cette respiration intense, longue, profonde, expiration, ça fait tellement de bien. Ça peut être aussi de pratiquer une activité qui va lier le corps et l'esprit. Ça aussi, c'est un sacré, quelque chose vraiment de très positif et de très chouette de pouvoir justement s'ancrer dans le moment présent de cette manière-là. Ça peut être aussi de choisir à un moment donné, là, gros challenge, le silence. De faire une petite retraite silencieuse, ne pas parler et simplement justement apprécier toutes les sensations corporelles et tout ce qui est autour de vous. Alors, moi, c'est vrai que maintenant, au niveau des partages par rapport à ceci, il y a notamment des rituels, moi, que j'aime beaucoup pour nous ancrer durablement et que je vous propose d'expérimenter quand vous allez peut-être sortir un petit peu de chez vous pour aller faire des courses, pour aller au travail. Ça va être en fait d'être axé au maximum sur votre sensorialité. Le fait d'être axé sur notre sensorialité va vous permettre justement de retrouver de la paix dans l'instant. Par exemple, en vous focalisant sur le chant d'un oiseau, en vous focalisant sur les odeurs de fleurs, d'arbres, en ressentant la sérénité ou la joie dans un lieu qui peut-être vous est familier. Tout ça, ça va vous permettre de retrouver l'apaisement dans le présent. Alors, le petit mémo donc, de fin de sagesse que je vous ai préparé, c'est que nous pouvons faire le choix finalement de placer l'instant présent comme seule source de vérité, car notre réalité s'inscrit dans le présent réel. On peut faire le choix aussi de nourrir la beauté de l'instant en étant un acteur du moment présent. Nous pouvons aussi choisir de construire le futur en restant solidement ancré dans l'instant. C'est-à-dire de réfléchir sur les voies et les solutions qui sont les nôtres aujourd'hui et qui vont fatalement impacter aussi notre futur. Nous pouvons aussi à chaque instant revenir à la réalité lorsque notre cerveau s'emballe en réalisant des exercices d'ancrage à chaque fois que nous en éprouvons le besoin. Et pour appliquer, maximiser les effets de cette sagesse, je vous invite à répondre à ces questions-là, qui peuvent vous faire du bien aussi. Quelles émotions est-ce que j'éprouve en cet instant? Et quels besoins se cachent derrière véritablement?
Qu'est-ce que m'apprend le moment que je suis en train de vivre? Que révèle-t-il de moi? Que me montre-t-il? Et enfin, comment puis-je impacter de manière favorable mon futur par mes actions présentes? Et enfin, nous arrivons à la quatrième sagesse qui dit que ce qui est terminé est terminé. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette sagesse-là? Cette sagesse-là, elle signifie finalement que lorsqu'une époque, lorsqu'une relation ou qu'un événement s'achève, c'est finalement qu'il n'y a plus d'utilité. Ils n'ont plus d'utilité à faire partie de notre vie. Ils ont fini de nous enrichir, ils ont fini de nous délivrer leurs enseignements et de mener là où ils le devaient. Alors bien sûr, cette sagesse fait à la fois écho aux trois autres et permet d'accepter au mieux le changement qui vient parfois nous bouleverser de plein fouet, comme tel est le cas actuellement, où nous sommes passés d'un certain quotidien, de certaines habitudes, à une rupture soudaine, à un chaos, à une nécessité de prendre de nouveaux repères, à une adaptation, et puis à une réadaptation qui va arriver. Donc on est vraiment dans une période qui va durer, nous le savons, nous en sommes conscients. Oui, c'est vrai. Et il est tout à fait légitime, par exemple, d'avoir de la nostalgie par rapport à plusieurs choses qui nous manquent. Ça peut être les espaces verts, je ne sais pas ce qui vous manque actuellement le plus dans votre vie d'aujourd'hui, de maintenant. Ça peut être les espaces verts, ça peut être un café, ça peut être un café en terrasse, ça peut être le fait de prendre quelqu'un dans ses bras d'extérieur et de lui faire un gros hug, comme on en avait l'habitude. Ça peut être de voyager, ça peut être l'insouciance aussi. Voilà, il y a des choses comme ça qui viennent et qui frappent à la porte et qui disent la période qu'on est en train de vivre, elle est terminée et c'est compliqué. Alors oui, c'est vrai. C'est vrai que tout ça, c'est encore des histoires d'émotions et des choses qui viennent nous chercher au fond. Mais en réalité, nous vivons des deuils constants et j'y reviendrai. En réalité, ce que nous enseigne en fait cette sagesse, c'est que bien sûr, il est plus facile lorsqu'une époque difficile va se clôturer. Voilà, moi je me souviens, je vous avoue, d'avoir été soulagée, d'avoir quitté le lycée lorsque j'étais harcelée pour ne plus justement l'être et pour retrouver la liberté, d'accord? Pour autant, quand une époque difficile se clôture, ce qu'il est vraiment important et ce que je conseille aux personnes, c'est de ne pas être dans la fuite émotionnelle et au contraire d'être dans l'accueil, de prendre le temps et de se demander qu'est-ce que cette époque nous a fait traverser, qu'est-ce que cette époque nous a permis d'acquérir pour ensuite justement avancer beaucoup plus sereinement et en conscience dans le présent et en alignement avec nous, c'est-à-dire l'être et non pas uniquement la petite boîte noire. En revanche, lorsqu'on dit au revoir à une période heureuse de notre vie, comment est-ce qu'on en fait le deuil? Je crois qu'on a tous vécu cette chose-là, que ce soit quand on a quitté un poste qu'on aimait énormément, quand on a vécu une histoire d'amour merveilleuse et que c'est fini, quand on a une personne qui décède dans notre entourage, ou aujourd'hui où il y a certaines habitudes que nous avons peut-être perdues. Eh bien, ce que j'invite à faire au travers de cette quatrième sagesse indienne, c'est justement de pouvoir aller cultiver la gratitude. D'aller cultiver la gratitude pour se nourrir et s'imprégner de l'énergie positive de ce que nous avons pu perdre. Parce que cette énergie de gratitude, elle est extrêmement féconde
pour pouvoir nous apporter une énergie qui va aller vibrer vers le haut. Alors symboliquement, comment vous pouvez cultiver cette gratitude? Vous pouvez bien sûr le faire par un écrit. Et remercier une habitude, remercier une époque de votre vie, remercier une personne pour tout ce qu'elle vous a pu, tout ce qu'elle vous a apporté, tout ce qu'elle vous a appris. Vous pouvez peut-être réaliser un patchwork de photos. Par exemple, voilà le fait, je ne sais pas, je pense spontanément aux dernières vacances que vous avez réalisées, faites, eh bien peut-être que vous avez très envie d'y repartir. Ça va être de justement vous replonger avec gratitude dans cette époque heureuse et de vous dire mais c'était vraiment génial. Et cette gratitude, plus elle va vous faire vibrer haut, plus elle va vous apporter aussi de l'espoir que bien entendu vous allez y retourner. Et que oui, il y a un temps pour tout, chaque moment est le bon moment, mais la vie va vous apporter, va vous permettre de retrouver aussi des choses et de pouvoir vous construire de nouveaux souvenirs. Ça peut être de dire merci à des personnes, à des situations. Ça peut être de méditer et de faire une méditation de gratitude. Voilà, c'est vraiment à vous de choisir voilà, le moyen qui vous semble le plus adéquat et le plus adapté à vous. Alors, ce qu'on pourrait retenir justement de cette quatrième sagesse pour faire la paix avec notre passé et accepter aussi les changements qui arrivent, eh bien, ça va être de considérer notre passé comme une source d'enseignement et qui nous permet, malgré la douleur, de progresser en continu sur notre chemin. Nous pourrions aussi considérer et expérimenter la résilience pour guérir nos plaies ouvertes afin de renaître au lieu de cicatriser artificiellement ces blessures. Vous savez, les autruches, les personnes qui ne veulent pas voir, etc. Non, je pense qu'il est important d'accueillir les failles, d'aller au fond et d'aller vibrer la faille. Et ensuite, eh bien, je peux vous garantir qu'il y a un soulagement parce que vous avez tout lâché. Et à partir de là, on peut reconstruire sur des bonnes fondations. On pourrait peut-être accepter inconditionnellement que tout changement qui se produit sur notre route, eh bien, va être finalement positif parce que tout changement qui se produit, in fine, la vie en réalité est une succession de chapitres de deuil et de renaissance. Mais que ces deuils-là, eh bien, ils nous amènent à de nouvelles portes, à de nouvelles joies. Et ma grand-mère me disait toujours, si tu acceptes de laisser partir un bonheur, tu ouvriras la porte à un autre bonheur de ta vie. Donc, ok, c'est peut-être difficile actuellement. Peut-être que tu dois laisser partir ce voyage qui te rendait heureuse, mais ne t'inquiète pas, c'est pour un meilleur. C'est-à-dire que le destin a toujours un plan parfait pour nous. Et puis, c'est peut-être considérer que si nous acceptons de fermer certaines portes, cela, voilà, justement, nous permettra d'accéder justement à des choses auxquelles nous n'aurions pas songé. Sur le plan collectif, c'est ce qui m'a amené justement à repenser à ce que nous avons vécu et à ressenti après les attentats de 2015. C'est une épreuve collective très très forte que nous avons vécue et j'ai repensé à cet effroi que nous avons été sidérés, nous avons été touchés dans nos valeurs, nous avons eu peur pour nos vies. Il y a un certain parallélisme, même si ce n'est bien sûr pas la même chose, par rapport à ce que nous vivons. Il y a cette sidération, il y a le fait d'être touché dans la valeur de la liberté, il y a cette peur pour nos vies. Mais finalement, après aussi ces attentats, eh bien, nous avons rebâti pas à pas, ensemble. Nous avons continué, poursuivi l'élan de la vie. Et peut-être que justement, après ce confinement, après ce deuil collectif que nous portons, etc., au niveau du monde, nous allons pouvoir aussi rebâtir des liens plus justes. Nous allons pouvoir être dans la coopération, la co-création. Et peut-être qu'il y a de belles choses aussi qui vont en émerger, tant pour nous que pour le collectif. Alors, comment est-ce qu'on pourrait appliquer cette dernière sagesse? Moi, je vous invite à vous poser 2 questions. La première question, c'est si je suis nostalgique,
qu'est-ce qui me plonge dans cette émotion? Qu'est-ce que j'ai arrêté de faire, peut-être, qui me rendait heureux? Comment pourrais-je, dans la mesure du possible, expérimenter ce goût du bonheur au présent? Et la deuxième question, c'est si j'ai eu un passé difficile, comment est-ce que je pourrais faire la paix avec? Avec quels événements précis? Que m'ont-ils appris dans mon être? Et de revenir ainsi sur la deuxième sagesse et les rituels qui sont déclinés dans le livre. Alors nous arrivons au terme de cette conférence, de cet atelier sur les 4 sagesses indiennes, sur leur pouvoir d'apaisement et sur le fait de mettre du sens à ce que nous traversons. Avant de répondre à vos questions justement et de revenir, donc peut-être que vous en avez, pour ceux qui souhaiteraient approfondir ces concepts, bien sûr vous pourrez découvrir l'ouvrage et pour ceux qui l'ont déjà lu, n'hésitez pas à venir vers moi pour en discuter. Voilà, c'est toujours une très très belle source d'enrichissement pour moi. Et j'avais envie avant de vous lire cette histoire de résilience qui me parle énormément. J'espère que je ne vais pas pleurer, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, puisqu'il s'agit d'une histoire que j'ai racontée dans mon livre qui ne dure qu'une seule petite page. Et c'est Stéphane, il s'appelle d'ailleurs. Stéphane m'a donné la possibilité d'écrire ce que je souhaitais. Il avait une confiance absolue. C'est quelqu'un que j'ai connu. Vous comprendrez à la fin. Mais c'est une personne voilà, qui m'a été amenée de vivre lorsque j'avais fait un premier petit burn-out et qui m'a beaucoup appris. L'histoire de résilience de Stéphane. Lorsque j'ai rencontré Stéphane début 2016, c'était un père qui venait d'être confronté à l'une des pires épreuves que l'existence puisse nous donner de traverser. Celle de la perte de son fils Hugo dans les attentats de Paris, le 13 novembre 2015, au Bataclan. Pour autant, je n'ai jamais ressenti chez lui de haine à l'égard de la vie ou des auteurs de ces actes barbares. De Stéphane émanait en réalité un amour infini lorsqu'il évoquait Hugo. Et au lieu de sombrer ou de s'accrocher à la noirceur, ce papa incroyable s'est guidé par son âme et sa lumière. Il souhaitait que la perte de son enfant, aussi douloureuse fût-elle, puisse être porteuse d'un message de paix et d'unité, afin que la liberté, Jiyu en japonais, qui était la valeur première de son fils, triomphe de l'obscurantisme. Suivant son cœur, il décida de créer une bourse en mémoire d'Hugo. Je suis désolée. Et cette bourse permet, d'un montant de 5 000 €, elle est allouée chaque année pour permettre à un étudiant de faire un stage au Japon, le pays où son fils souhaitait vivre. Voilà. Et c'est vraiment une personne que j'ai rencontrée et qui m'a montré ce que c'était. Vraiment que d'embrasser la vie, en fait, avec amour. Et c'était une très, très belle personne. Et vraiment, je suis fière parce que du coup, c'est moi qui ai géré la bourse, en fait, à Montpellier. Voilà. Et j'étais très heureuse de collaborer avec cet homme et de pérenniser, en fait, et de se dire que peu importe, en fait, ce qu'il arrive dans notre vie, il y a des choses très, très lumineuses aussi, pardon, excusez-moi, qui peuvent en déboucher, en arriver. Et je trouve ça très beau, en fait, ce qu'il a fait. Je pleure pas par rapport à tout ce qu'il a traversé, mais je suis très émue par rapport au fait de se dire qu'à tout moment, on peut choisir cette lumière-là et qu'on peut reconstruire et construire des choses, même si parfois, eh bien, on passe vraiment par l'ombre et qu'en fait, tous les deux, l'ombre et la lumière, peuvent cohabiter dans nos vies à tout instant, à chaque moment.
et qu'en réalité, c'est juste. Et que si on arrive justement à le reconnaître et à aller tendre vers ce qu'il y a de plus beau en nous, individuellement, collectivement, à partir de là, on trouvera toujours du sens et on trouvera toujours de l'apaisement. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Je vais aller voir s'il y a des questions. Je suis vraiment désolée, mais voilà. Je me tâtais à lire, mais, mais je trouvais que c'était un bon exemple. Merci beaucoup, Caroline. Non, c'était vraiment un très joli exemple et une très jolie lecture. Ils sont tous en train de t'envoyer des messages de remerciements et en disant qu'ils ont trouvé ça très touchant. Donc, je pense que tu as bien fait de le lire. Merci beaucoup.